Si vous avez grandi à la campagne, vous avez forcément entendu un moteur Bernard. Ce monocylindre qui trônait sur la pompe, le motoculteur ou le banc de scie, celui qu'on lançait à la corde, l'épaule en feu, dans une odeur d'essence et de métal chaud, jusqu'à ce qu'il parte enfin dans son battement régulier et têtu. À son apogée, Bernard produisait 10 000 moteurs par an et faisait tourner toute la mécanisation des fermes françaises, de Staub à Énergique. La maison avait survécu au krach de 1929, survécu à la mort de son fondateur, survécu à la guerre, à l'occupation, à l'arrivée des Américains et des Japonais. Elle avait survécu à tout ce qui aurait dû la tuer, et rien de tout cela ne l'a tuée. Ce qui l'a emportée, ce n'est ni un rival, ni un marché, ni une crise. Une seule décision, prise à quelques rues de l'usine pour une raison qui n'avait rien à voir avec les moteurs. Qu'a-t-on décidé ce jour-là du sort de Bernard? Chapitre 1. Le cheval et le moteur. Cette histoire commence, comme tant d'histoires industrielles françaises, par un atelier. Un atelier modeste au numéro 26 de la rue Regnault, à Suresnes, sur la rive gauche de la Seine, là où Paris cesse d'être tout à fait Paris et devient une banlieue d'usines, de cheminées et de wagons de marchandises. Nous sommes au printemps de 1920. La guerre est finie depuis 18 mois. Le pays a perdu une génération d'hommes dans la boue du Nord et de l'Est, et il lui faut maintenant tout reconstruire. Les villes, les routes, les fermes, et surtout le travail des campagnes, qui manque de bras, parce que tant de bras ne reviendront jamais des tranchées. Dans cet atelier, un homme de 40 ans réfléchit à ce manque. Il s'appelle Auguste Bernard. Et contrairement à l'image qu'on se fait volontiers des grands fondateurs industriels, le mécanicien parti de rien, les mains noires de cambouis, qui apprend tout sur le tas, Auguste Bernard est un ingénieur. Un vrai. Né le 24 mars 1880, il sort de l'École centrale des arts et manufactures, diplômé en 1900, à une époque où ce titre vous range d'emblée parmi l'élite technique d'une nation qui croit, profondément, que le progrès se construit avec des règles à calcul et des plans tracés à l'encre de Chine. Mais Bernard n'est pas un théoricien enfermé dans un bureau d'études. Au sortir de l'école, il entre comme dessinateur aux établissements Albaret, un fabricant de machines agricoles et de matériel de voirie. Et c'est là, devant ses planches à dessin, à concevoir des rouleaux compresseurs et des machines de chantier, qu'il commence à dessiner autre chose, des moteurs. Il en conçoit un. Puis, selon le témoignage qu'en gardera sa famille, il construit ce qu'il appelle une agromobile, une machine destinée à porter la mécanique jusqu'au cœur des champs, jusque là où la force avait toujours manqué. L'idée le tient déjà tout entier. La France rurale a besoin d'énergie. Pas de la grande énergie des centrales et des locomotives, mais d'une énergie petite, portative, à hauteur d'hommes et de fermes. Car il faut comprendre ce qu'était la campagne française au sortir de la Grande Guerre. L'électrification rurale n'en est qu'à ses tout premiers pas. Dans des milliers de communes, on s'éclaire encore au pétrole et l'on n'a jamais vu le moindre fil électrique. Pour faire tourner une pompe, scier du bois, battre le grain, entraîner une machine à vanner, on ne dispose alors que de 3 sources de force. Le muscle de l'homme, le muscle de l'animal et de lourds moteurs fixes, des blocs de fonte de plusieurs centaines de kilos, encombrants, difficiles à transporter, conçus pour rester boulonnés au même endroit toute leur existence. Le paysan qui voulait de la puissance devait la faire venir à lui, à grand-peine, et l'y laisser. Il ne pouvait pas l'emporter là où le travail l'attendait. L'intuition d'Auguste Bernard tient en une phrase, et c'est une phrase qui contient déjà toute la maison. Et si l'on pouvait emporter le moteur? Le rendre assez léger, assez compact, assez autonome pour qu'un seul homme puisse le faire rouler sur une brouette d'un bout à l'autre d'une exploitation. Le brancher sur une pompe le matin, sur une scie l'après-midi, sur une batteuse le lendemain? Sa signature technique sera précisément celle-là. Un moteur qui se suffit à lui-même, où le refroidissement par eau ne dépend d'aucune installation extérieure, mais passe par un radiateur ventilé, par un volant à ailettes intégré à la machine. Tout dans un seul bloc. Rien à monter, rien à raccorder. On le pose, on le lance, il travaille. Le moteur cesse d'être un meuble pour devenir un outil que l'on transporte comme une valise. Le 26 avril 1920, il fonde la société Bernard Moteur. Et la toute première image publicitaire de la maison,
celle que sa famille tiendra plus tard pour la matrice de toutes les autres, dit tout du projet et de son époque. On y voit un cheval qui tire, sur une charrette, un moteur Bernard. L'animal que la machine est précisément destinée à remplacer, attelé au service de son propre remplaçant. Il n'y a peut-être pas de meilleure manière de résumer ce moment où la France des champs bascule, sans encore tout à fait le savoir, dans l'âge du moteur à explosion. Le cheval tire le moteur, bientôt, le moteur n'aura plus besoin du cheval. Cette première année, l'atelier de la rue Regnault produit 103 moteurs. Le chiffre nous est parvenu parce qu'il figurera plus tard sur une réclame de la maison, reproduite dans le journal L'Ouest éclair à la fin des années 20 et conservée depuis par les descendants du fondateur. 103 moteurs. C'est peu. C'est l'échelle d'un atelier, pas d'une usine. Mais c'est un début, et Auguste Bernard est un homme pressé, méthodique, obstiné. En 14 ans, il déposera 27 brevets. Tous ne seront pas industrialisés. Beaucoup ne sont que des verrous posés sur ses idées, pour empêcher d'autres de les prendre. Mais il dessine le portrait d'un inventeur qui ne s'arrête jamais de chercher. La Légion d'honneur viendra reconnaître ce travail. Un centralien, une rosette à la boutonnière, un atelier de banlieue et un cheval tirant un moteur. Voilà par quoi commence l'une des plus belles maisons industrielles de la France rurale. Chapitre 2. 103 moteurs. De cet atelier sort d'abord une famille de moteurs fixes à pétrole, monocylindres, que Bernard baptise la série D. Le D1 délivre 3 chevaux à 950 tours par minute, avec un alésage de 75 mm. La machine d'une petite ferme, d'un atelier, d'une pompe de jardin. Le D2 monte à 8 chevaux, 100 mm d'alésage, et pèse déjà 273 kg. Le D3 pousse jusqu'à 15 chevaux. Retenez ce poids du D2, 273 kg, car il dira plus tard, par contraste, tout le chemin que la maison va parcourir. Pour l'heure, ce sont des machines robustes, simples, faites pour durer des décennies entre les mains d'hommes qui ne sont pas mécaniciens et qui n'ont ni le temps ni l'envie de le devenir. C'est là tout le génie commercial de Bernard. Il ne vend pas un moteur à des ingénieurs. Il vend de la force à des paysans, à des artisans, à des meuniers, à des entrepreneurs de battage qui passent de ferme en ferme à la saison. Et pour vendre de la force à des gens qui se méfient instinctivement de la mécanique, il faut une qualité avant toutes les autres, la fiabilité. Un moteur Bernard doit démarrer. Il doit tenir. Il doit pardonner la poussière, la pluie, l'huile qu'on oublie de changer, la main maladroite du fils qu'on a envoyé le lancer. La maison se construit, dès ses premières années, une réputation de solidité à toute épreuve qui deviendra sa marque de fabrique et, des décennies plus tard, sa légende. L'entreprise grandit vite, parce qu'elle a compris une autre chose. Un moteur seul ne sert à rien. Il faut le marier aux machines qui l'animent. Dès 1924, Bernard s'associe avec Guinard, le grand spécialiste des pompes. Désormais, qui achète un moteur pour irriguer, pour assécher, pour alimenter une ferme en eau, reçoit le moteur Bernard et la pompe Guinard ensemble, pensés l'un pour l'autre, accordés comme deux instruments. En 1929, la maison absorbe les établissements CL Connor. Bernard n'est plus seulement un fabricant de moteurs, il devient un assembleur, un consolidateur, un nom qui rachète et qui agrège. Et la gamme explose, dans un foisonnement qui dit la confiance d'une époque. Le K1 en 1924, les D4 et M2 en 1926, puis les séries B, C, P et R entre 1927 et 1929. Chaque besoin trouve son moteur, chaque moteur trouve son marché. La petite société, née dans l'atelier de Suresnes, devient une affaire cotée en bourse, une entreprise qui pèse, qui lève des capitaux, qui figure désormais sur les listes des valeurs industrielles d'un pays en pleine modernisation. Il faut s'arrêter un instant sur ce qu'a accompli Auguste Bernard en moins de 10 ans.
Il est parti d'un atelier et de 103 moteurs par an. Il a bâti une gamme complète, noué des alliances avec les fabricants de machines, racheté un concurrent, fait entrer son nom en bourse. Tout cela pendant les années folles, dans une France qui danse au-dessus d'un volcan dont elle ignore encore l'existence. Car en 1929, l'année même où Bernard absorbe Connor, le monde bascule. Le krach de Wall Street traverse l'Atlantique, atteint l'Europe avec un temps de retard et plonge l'économie française dans une crise dont elle mettra des années à se relever. Beaucoup d'aventures industrielles brillantes, nées dans l'euphorie des années 20, n'y survivront pas. Bernard, elle, tient. Parce que ses moteurs équipent l'agriculture, et que l'agriculture, en temps de crise, ne s'arrête pas. Il faut toujours pomper l'eau, scier le bois, battre le grain, qu'il y ait ou non une crise à la Bourse de Paris. Parce que ces machines sont increvables, et qu'en période de vache maigre, on préfère un moteur qui dure 30 ans à un moteur qu'il faut remplacer tous les 5. La Grande Dépression, qui emporte tant de maisons plus tapageuses, ne fait au fond que confirmer la justesse de l'intuition du fondateur. Bernard avait vendu de la solidité. Et la solidité, en temps de crise, est exactement ce qui se vend le mieux. Chapitre 3. 3 frères. Car Auguste Bernard ne bâtit pas seul. Derrière l'ingénieur inventif, il y a une famille, et plus précisément 2 frères qui font de l'aventure d'un homme l'aventure d'une maison appelée à lui survivre. Le premier s'appelle Horace. Né le 16 juillet 1881, c'est l'homme des ateliers et des ventes, directeur des travaux, chef commercial et, fait remarquable pour l'époque, le publicitaire de la maison. C'est lui qui a compris qu'un moteur, ça se raconte autant que ça se fabrique. Que pour entrer dans une cour de ferme, il faut d'abord être entré dans l'imaginaire de celui qui la tient. C'est lui qui commande, en 1934, à l'affichiste Henri Fèvre, les images qui vont ancrer le nom Bernard dans la mémoire visuelle de la France rurale. À une époque où la plupart des industriels confient cela à des agences extérieures, quand ils y pensent, les Bernard font leur propre réclame, en famille, avec un sens du verbe et de l'image qui en dit long sur la cohérence et le soin de leur entreprise. Le second frère s'appelle Frédéric. Né le 19 janvier 1889, c'est l'homme du gouvernail. Celui qui prendra la barre le jour où il le faudra. Et il le faudra bien plus tôt que personne ne l'avait imaginé. Car le 17 novembre 1934, à 54 ans, Auguste Bernard meurt. Le fondateur, l'ingénieur, l'homme aux 27 brevets et à la rosette, s'éteint au moment précis où l'entreprise qu'il a créée s'apprête à entrer dans sa pleine maturité. C'est l'épreuve que redoute toute maison familiale, la disparition de celui qui était à la fois le cerveau technique et l'âme du projet. Beaucoup d'entreprises ne s'en relèvent jamais. Elles se dispersent entre des héritiers qui se déchirent, se vendent au premier acheteur venu, ou s'éteignent à petit feu, faute de quelqu'un pour porter la vision du disparu. Bernard, elle, ne s'éteint pas. Frédéric prend la présidence. Horace tient les ateliers et la réclame. Et la maison continue, non pas seulement malgré la mort du fondateur, mais en un sens à cause d'elle, parce que les 2 frères transforment le deuil en devoir. L'entreprise doit survivre à l'homme qui l'a faite. C'est ainsi, dans cette épreuve traversée et surmontée, que se forge une véritable dynastie industrielle, et non une simple réussite individuelle. Et les chiffres disent que la transmission a réussi. En 1920, l'atelier de la rue Regnault produisait 103 moteurs. En 1939, la maison Bernard en produit 10 000 par an. 10 000. En 19 ans, la production a été multipliée par 100. C'est l'une de ces statistiques sèches qui contiennent une époque tout entière. La mécanisation lente, têtue, irréversible de la campagne française, dont Bernard est devenu, sans tambour, l'un des grands fournisseurs. 10 000 moteurs par an, cela veut dire que dans les fermes, les ateliers, les chantiers, les minoteries de tout le pays, le nom de Bernard est en train de devenir un mot du quotidien. Cela veut dire des chaînes de fabrication, des fonderies en activité, des ouvriers à l'embauche, une usine qui déborde déjà de ses murs d'origine. La petite société de Suresnes a changé de nature. Elle n'est plus une promesse de centralien. Elle est devenue une institution de l'industrie française. Mais 1939,
C'est aussi l'année où l'Europe rebascule dans la guerre. Et la maison Bernard, comme tout le pays, va devoir traverser le feu et en ressortir, contre toute attente, plus forte qu'elle n'y était entrée. Chapitre 4. La guerre et l'aluminium. Sous la présidence de Frédéric Dernard, l'entreprise continue de produire pendant les années noires. C'est le sort de toute l'industrie française sous l'occupation. Fabriquée dans des conditions de pénurie de matières premières, de main-d'œuvre raréfiée, de tutelle pesante de l'occupant, en s'efforçant de préserver l'essentiel, l'outil, les hommes, le savoir-faire, pour le jour où la France redeviendrait la France. Beaucoup d'usines ont fait ce calcul silencieux. Tenir, durer, sauver ce qui peut l'être. C'est aussi pendant cette période trouble que Bernard accomplit l'une de ses plus grandes manœuvres industrielles. En 1941, la maison rachète le département des moteurs thermiques des établissements Japy Frères, une vénérable dynastie industrielle de l'Est de la France, dont le nom est associé depuis le XIXe siècle à l'horlogerie, à la quincaillerie, à toute une mémoire de la mécanique française. D'un coup, Bernard absorbe l'une des plus anciennes lignées techniques du pays. La marque Japy Moteur entre dans le patrimoine de la maison, et elle ne le quittera plus jamais. Aujourd'hui encore, le nom Japy appartient à Bernard. Connor en 29, Japy en 41, la maison n'est plus seulement un fabricant. Elle est devenue le grand agrégateur de l'industrie française du petit moteur, celle qui recueille et fait perdurer les lignées des autres. Les moteurs Bernard servent aussi, en ces années-là, l'armée de la nation. On en retrouve sur l'affût des canons de 40 mm Beaufort de l'armée française, un moteur de 5 chevaux entraînant la commande hydraulique de pointage de la pièce, en hauteur et en direction. Songez à l'image. Le petit monocylindre de ferme, dessiné pour pomper l'eau d'un puits et scier le bois d'un hangar, fait pivoter des canons sur leur plateforme tournante. Telle est la versatilité profonde de cette mécanique. Partout où il faut de la force compacte, simple et fiable, on finit par trouver un Bernard. Mais la véritable révolution, celle qui fondera la légende d'après-guerre, n'est pas militaire. Elle est métallurgique. Et elle porte un nom de code presque banal, le W10. En 1947, Bernard sort son premier moteur en alliage léger refroidi par air, de l'aluminium. Il faut prendre la mesure exacte de ce que cela représente. Jusque-là, l'univers du moteur, chez Bernard comme partout ailleurs, était un univers de fonte, de blocs massifs, lourds, refroidis par eau, des machines qui pesaient leur poids et le faisaient sentir à chaque déplacement. Le W10 renverse tout cela. Léger, compact, refroidi par air, donc affranchi du radiateur et du circuit d'eau, il rend caduque d'un seul coup toutes les vieilles générations de fonte. Un collectionneur résumera la chose, bien des décennies plus tard, d'une formule qui dit tout. Le W10 a envoyé tous les moteurs en fonte d'avant-guerre à la ferraille. Et voici le point que toute cette histoire doit graver dans la mémoire, parce qu'il est l'exact contraire de la légende qu'on entend parfois colporter sur Bernard. On raconte parfois que la maison aurait raté le virage de l'aluminium et de la légèreté, qu'elle se serait accrochée par paresse à de vieux moteurs en fonte, pendant que d'autres, ailleurs, inventaient l'avenir. C'est faux. Profondément, vérifiablement faux. Dès 1947, soit des années avant que les grands fabricants étrangers ne pénètrent sérieusement le marché français, Bernard avait déjà fait, et fait la première, la révolution de l'alliage léger. La maison n'a pas suivi le mouvement à contre-cœur. Elle l'a ouvert, en tête, sur son propre sol. Le W10 n'est d'ailleurs que le commencement d'une lignée. Viendront le W110 en 1951, le W19 en 1955, le W39 en 1958. Et l'entreprise ne s'en tient pas au seul moteur. Elle construit aussi des tracteurs, le BT2 animé par un moteur W2, le BT14 par un W14, le diesel BTD14 par un WD14, ainsi que des écrémeuses pour les laiteries fermières. La maison de la rue Regnault, devenue une grande usine, sort de la guerre non pas affaiblie comme tant d'autres, mais armée d'une avance technique qui va faire d'elle, pour 20 ans, rien de moins que le moteur de la France rurale. Chapitre 5. Le moteur de la France rurale. Pour comprendre ce que Bernard devient dans les années 50 et 60, il faut quitter Suresnes et se rendre à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris, au numéro 133 de la rue Gallieni. C'est là, désormais, que bat le cœur de la maison.
Un site industriel à plusieurs bâtiments, si dense que les chariots élévateurs traversent la rue Chateaubriand en portant des paniers de pièces d'un atelier à l'autre, comme si l'usine avait débordé sur la ville et fait de la rue elle-même un couloir d'usine. Entrons-y un instant, car c'est là, derrière ces murs, que se fabriquait la légende. C'est d'abord un monde de sensations. L'odeur avant tout. L'odeur du métal chaud, de l'huile de coupe qui imprègne tout, du sable de fonderie, et depuis 1947, cette odeur nouvelle, plus sèche, plus métallique, de l'aluminium en fusion qu'on verse dans les moules. Le bruit ensuite. Le martèlement continu des machines-outils, le crissement de l'usinage, et au bout de la chaîne, ce son qui résume toute la maison. Le vrombissement des bancs d'essai, où chaque moteur, avant de quitter l'usine, doit tourner, monter en régime, prouver qu'il tient ce que le nom Bernard promet. Aucun moteur ne sortait sans avoir fait ses preuves sur le banc. La fiabilité n'était pas un slogan, c'était une procédure. Et la chaleur, enfin, celle des fours de fonderie, qui frappe le visage de ceux qui s'en approchent. C'est un univers exigeant, où l'on apprend des gestes que la machine ne sait pas faire. Couler sans bulle, ajuster au centième, équilibrer un vilebrequin, régler une soupape. Le savoir-faire, ce mot qu'on emploie sans toujours le mesurer, c'était cela très concrètement. Des mains qui savaient, et qui transmettaient ce qu'elles savaient à d'autres mains. Et il faut le dire nettement, la réputation d'increvabilité d'un moteur Bernard ne sortait pas d'un bureau d'études parisien. Elle sortait des mains de ses fondeurs, de ses ajusteurs, de ses régleurs de bancs d'essai qui, par la précision de gestes répétés des milliers de fois, faisaient en sorte qu'un Bernard soit un Bernard, c'est-à-dire un moteur qui tient. Ce que produisent ces ateliers, à partir des années 50, ce sont les moteurs qui vont équiper toute la mécanisation des campagnes françaises. Car une fois que Bernard dispose de moteurs légers, fiables, adaptables, les grands constructeurs de machines agricoles font tous le même choix, presque par réflexe. Ils standardisent sur le moteur BM, le moteur Bernard. C'est la pièce maîtresse, celle que l'on monte sans même se poser la question, parce qu'elle ne déçoit pas. Les motoculteurs Staub, les PP2B, PP3B, PP4B, les PPX tournent au Bernard. La gamme énergique, du modèle 103 jusqu'au 228, tourne au Bernard. Les machines bouillées tournent au Bernard. Et bien au-delà des seuls motoculteurs, ce sont les presses à fourrage de Garnier et de Rivière-Casalis, les pompes à eau de toute une France qui irriguent, les scies circulaires des ateliers, les compresseurs des garages, les groupes électrogènes des fermes isolées, et jusqu'aux pointus, ces barques de pêche aux étraves relevées de Nice et de Marseille, dont beaucoup avancent au battement régulier d'un monocylindre Bernard. La maison est devenue ce que les collectionneurs appelleront plus tard le Briggs & Stratton de la France. Le moteur qu'on trouve partout, sous tout, le standard discret et universel d'un pays qui travaille. Et l'usine, comme toutes les grandes usines françaises de ces années-là, n'est pas seulement un lieu de production. C'est un monde social. Sous la présidence de Frédéric Bernard, la maison s'est dotée d'un centre de repos, un lieu de villégiature pour ses ouvriers et leurs familles, témoignage de ce paternalisme industriel à la française, où le patron fournit, à côté du salaire, une part de la vie elle-même. Un comité d'établissement organise la vie collective. Les images d'archives de l'après-guerre montrent une entreprise métallurgique pleinement vivante, avec ses œuvres sociales, sa vie syndicale, cette infrastructure humaine qui faisait qu'une usine n'était pas seulement l'endroit où l'on gagnait sa vie, mais l'un des lieux où cette vie se déroulait. Les vacances des enfants, l'entraide, les fêtes. Les hommes qui assemblaient ces moteurs ne fabriquaient pas que des machines. Ils appartenaient à une maison, et la maison, en retour, leur appartenait un peu. C'est cela, l'âge d'or de Bernard. Non pas une abstraction prospère, mais un lieu, des odeurs, des gestes, et le sentiment partagé de fabriquer quelque chose de bon, qui durerait, qui servirait. Frédéric Bernard s'éteint en 1948, Horace en 1954. Mais la relève est déjà là. Jacques Bernard, le fils du fondateur, a pris la présidence de la maison en 1945. La troisième génération tient désormais le moteur de la France rurale. Et rien, en apparence, ne semble pouvoir l'arrêter.
Chapitre 6. 36 kg. Car l'avance technique, loin de s'épuiser, s'accélère encore. À la fin des années 50 et au début des années 60, Bernard franchit une nouvelle étape, la soupape en tête. Le 110 bis et le W610 en 1959, le W139 en 1961, le W239 en 1962, le W810 en 1963. Le W610 et le W810 sont des moteurs à soupape en tête, cette architecture moderne que l'on présente parfois, à tort, comme une invention venue d'ailleurs, que Bernard aurait manqué, et que la maison maîtrisait pourtant, sur son propre sol, des années avant l'arrivée massive des concurrents étrangers. Et il y a ce chiffre, qui résume à lui seul tout le chemin parcouru depuis les blocs de fonte des origines. 36 kilos. C'est le poids du W610. 36 kilos. Un seul homme peut le soulever et l'emporter. Souvenez-vous du D2 des débuts et de ses 273 kilos boulonnés à demeure? En une génération, le moteur a perdu les 7/8 de son poids. L'intuition du fondateur, emporter le moteur plutôt que d'aller à lui, est désormais accomplie dans toute sa plénitude. Auguste Bernard avait rêvé un moteur qu'un homme pourrait déplacer. Ses successeurs l'ont fait tenir au bout des bras. C'est l'apogée. Dans les années 50 et 60, Bernard est un mot que tout le monde connaît dans la France des campagnes. C'est le nom peint sur le carter d'un moteur de pompe, sur le flanc d'un motoculteur, sur un banc de scie, sur un groupe électrogène au fond d'une grange. Sur les plaques de série, les lettres se succèdent. B, C, D, E, chacune marquant un nouveau million de moteurs produits, et la production cumulée de la maison roule vers des sommets que le fondateur n'aurait jamais osé imaginer dans son atelier de la rue Regnault. C'est aussi un son, le grondement régulier d'un monocylindre dans une cour de ferme, un matin d'été. Pour des millions de Français de la campagne, ce battement-là était aussi familier que les cloches du village. Et puis il y a ce détail, qui dit toute la tendresse paradoxale que ces moteurs inspirent encore aujourd'hui. Ces machines réputées increvables étaient aussi réputées difficiles à démarrer. Les collectionneurs d'aujourd'hui se racontent encore, comme on se raconte des histoires de guerre, leurs matins entiers passés à tirer sur la corde, l'épaule en feu, à recommencer 10 fois, 20 fois, avant que le moteur ne consente enfin à partir dans un chuintement de pétrole et de métal chaud. On ne pestait pas vraiment contre lui. On lui en voulait comme on en veut à une bête de caractère. Parce qu'une fois lancé, il ne s'arrêtait plus. Il vous enterrait. Rien ne vaut un bon vieux Bernard, disait-on. C'était à la fois une plainte et un hommage. Voilà ce qu'était la maison Bernard à son sommet. Une affaire familiale fondée par un centralien inventif, sauvé par 2 frères à la mort du fondateur, transmise à un fils, devenu par sa seule avance technique le fournisseur quasi universel de la mécanisation rurale française. Une entreprise qui avait survécu au krach de 1929, à la mort de son fondateur en 1934, à la guerre et à l'occupation, et qui, à l'heure où l'on portait son moteur le plus léger à bout de bras, semblait avoir tout pour durer un siècle entier. Mais le sommet est aussi le point précis d'où l'on commence à descendre. Et la chute de Bernard ne viendra ni d'un concurrent plus habile, ni d'une erreur de conception, ni d'un marché qui se retourne brutalement. Elle viendra d'ailleurs. Elle viendra de quelqu'un qui, à quelques rues de l'usine de la rue Gallieni, regardait depuis des années non pas les moteurs que fabriquait Bernard, mais le terrain sur lequel ils étaient fabriqués. Chapitre 7. Renault frappe à la porte. Au tournant des années 70, le monde dans lequel Bernard avait prospéré commence à se défaire. Lentement d'abord, puis tout à la fois. Il y a le choc pétrolier de 1973, puis celui de 1979, qui renchérissent le carburant et bousculent toute l'industrie mécanique. Il y a, plus profond encore, la lente agonie de la petite ferme française, celle qui achetait les motoculteurs, les pompes, les groupes électrogènes. Le remembrement, l'exode rural, la concentration des exploitations, tout cela réduit, année après année, le nombre des clients pour qui un moteur Bernard avait été conçu. Et il y a les concurrents nouveaux qui arrivent de loin. Le japonais Honda a commencé à exporter ses motoculteurs vers la France dès 1963. La France fut son premier marché d'outre-mer pour ses machines de jardin.
Derrière lui se profilent Kawasaki et les Américains, Briggs & Stratton, Tecumseh, Clinton, Kohler. Mais voici ce qu'il faut comprendre et qui défait la légende facile. Ce n'est pas ce marché qui a tué Bernard. Ce n'est pas un Japonais qui a éteint la maison de la rue Gallieni. Le coup fatal viendra de bien plus près. De quelques rues, en réalité. Car à Rueil-Malmaison, tout près de l'usine Bernard, sur la rue des Bons Raisins, s'étend un autre site industriel, immense celui-là, et qui grandit sans cesse. Le centre technique de Rueil, le grand bureau d'études de la Régie nationale des usines Renault. C'est là que Renault conçoit ses voitures et ses moteurs. Et ce centre étouffe. Depuis 1970, ses propres ingénieurs le constatent. La place commence à manquer. En quelques décennies, il est passé d'un seul bâtiment, en 1952, à plus de 20. Les bureaux débordent, les équipes s'entassent. Le centre a faim. Faim de terrain. Et juste à côté, séparé de lui par quelques rues, il y a une usine d'à peine quelques bâtiments qui fabrique des petits moteurs pour une France rurale en train de disparaître. Une usine appartenant à une famille. Une famille dont le patron, Jacques Bernard, fils du fondateur, dirige la maison depuis 1945 et qui voit autour de lui le marché se contracter, les charges monter, l'avenir s'assombrir. À la fin du mois de décembre 1972, la Régie nationale des usines Renault rachète Bernard Moteurs. C'est une opération qui se présente sous les meilleurs auspices. Renault est une entreprise d'État, un fleuron national, un nom qui rassure. Le rachat est même assorti d'une promesse qui touche au cœur même de l'identité de la maison. Le nom Bernard Moteurs sera préservé. La marque continuera. L'âme, semble-t-il, est sauvée. Pour une famille qui a porté ce nom pendant plus de 50 ans, à travers la mort du fondateur, la guerre et l'occupation, c'est la garantie qui rend la cession supportable. On ne vend pas, on confie. La réalité sera plus froide. Jacques Bernard est écarté de la direction effective. Il devient président d'honneur, un titre sans pouvoir, qu'il conservera jusqu'en 1977. À sa place, Renault installe son propre homme, François Doubin, qui dirige déjà le groupe des moteurs de la Régie. À partir de 1975, Doubin cumule les présidences de Renault Moteur Développement, de Bernard Moteurs et de Renault Marine Coach. Bernard n'est plus une maison. C'est devenu une ligne dans le portefeuille diversifié d'un géant de l'automobile. Les moteurs continuent de sortir des ateliers de la rue Gallieni, mais désormais, certains portent une plaque Renault. Un descendant de la famille résumera la chose, des années plus tard, d'une phrase d'une justesse cruelle. La maison avait survécu. Mais, dira-t-il, plus tard l'âme s'en est allée. Il avait raison. Mais ce qu'il ne pouvait pas encore voir, en 1972, c'est que Renault n'avait pas vraiment acheté des moteurs. Renault avait acheté un terrain. Et un terrain, contrairement à une marque, ne se préserve pas. Il s'utilise. Chapitre 8. La terre vaut plus que les moteurs. Pour comprendre ce qui s'est joué à Rueil-Malmaison entre 1972 et 1987, il faut renoncer à l'image de la trahison spectaculaire. Il n'y a pas eu de coup de force, pas de fermeture brutale, pas de patron étranger débarquant pour piller et repartir. Il y a eu quelque chose de plus lent, de plus administratif, et au fond, de plus implacable. Une logique. La logique du terrain. La première décision, c'est la cession elle-même, de décembre 1972. Qui décide ? La famille Bernard et ses actionnaires, sous la conduite de Jacques Bernard. Qui acquiert ? La Régie nationale des usines Renault, c'est-à-dire l'État. Ce qu'on promet ? La continuité, le nom préservé. Ce qu'on obtient ? Un président d'honneur sans pouvoir et une maison absorbée dans la mécanique d'un groupe pour qui les petits moteurs agricoles ne sont qu'une activité marginale parmi des dizaines d'autres. La famille croyait transmettre un flambeau. Elle avait, sans le savoir, signé un acte de propriété foncière. La deuxième décision n'est pas une décision unique, datée, signée.
C'est une orientation qui s'installe au fil des années. Renault traite Bernard comme un actif immobilier davantage que comme une entreprise à faire grandir. Et le contexte explique tout. À partir du milieu des années 70, Renault entre dans une période de crise profonde, qui ira en s'aggravant. Le groupe perd de l'argent, accumule les dettes, doit se restructurer. Sous la présidence de Bernard Anon, puis celle de Georges Besse à partir de 1985, la régie taille dans le vif, rationalise, recentre. Dans cette tourmente, qui va se soucier d'une petite usine de moteurs agricoles ? Personne. Ou plutôt si, quelqu'un s'en soucie, mais pas pour ce qu'elle fabrique, pour ce sur quoi elle est posée. Car juste à côté, le centre technique de Rueil continue d'étouffer. En 1986, son bureau d'études a dépassé les 4000 personnes. 4000 ingénieurs et techniciens entassés dans un site qui n'en finit pas de manquer d'espace. Renault n'a pas besoin de chercher loin où s'étendre. La réponse est sous ses yeux, de l'autre côté de la rue, le terrain de Bernard Moteur. Et voici la troisième décision, la décision fatale, celle vers laquelle tout convergeait depuis 14 ans. En 1987, Renault liquide Bernard Moteur. Les propres historiens de Renault l'ont consigné sans détour. En 1987, la régie liquide Bernard Moteur et le site est réutilisé pour l'extension du centre technique de Rueil. L'activité moteur est arrêtée. Les bâtiments où l'on avait coulé l'aluminium du W10, où l'on avait porté à bout de bras le W610 de 36 kg, où 3 générations d'ouvriers avaient fait du nom Bernard un synonyme de fiabilité, passent au service de l'architecture et des projets véhicules de l'automobile. Reprenons la mesure de ce qui s'est passé, parce que c'est là le cœur de toute cette histoire. Cette maison n'a pas été tuée par un concurrent plus malin. Elle n'a pas raté le virage de l'aluminium. Elle l'avait pris la première, en 1947. Elle n'a pas refusé la modernité technique. Elle fabriquait des moteurs à soupape en tête quand les Japonais commençaient tout juste à exporter chez nous. Elle a été achetée par un voisin qui avait besoin de place, conservée le temps que la crise du voisin mûrisse, puis liquidée le jour où la place est devenue plus précieuse que les moteurs. C'est cela, la décision unique qui a ruiné le plus grand fabricant de moteurs agricoles de France. Non pas une erreur de conception, non pas un aveuglement face au progrès, mais le choix, en 1972, de confier une maison familiale à un propriétaire pour qui elle ne serait jamais qu'un terrain en attente. Tout le reste a découlé de là, avec la lenteur tranquille d'un calcul qui n'avait rien de personnel. Il faut dire un mot ici de ce que cette histoire ne nous dit pas. Combien d'ouvriers travaillaient encore à la rue Gallieni en 1987 ? Combien ont été licenciés ? Y a-t-il eu un plan social ? Une réaction syndicale ? Une tentative de sauver l'outil ? Les archives ouvertes restent muettes sur ces questions. Et ce silence-là n'est pas anodin. Quand une grande aciérie de Lorraine ferme, la France entière l'apprend. Les caméras viennent, les ministres se déplacent, les noms des ouvriers entrent dans la mémoire collective. Bernard, lui, ne s'est pas effondré dans le fracas. Il s'est éteint à l'intérieur d'un autre, absorbé, dissous, sans communiquer. Une maison de plus de 60 ans, liquidée dans la discrétion d'une réorganisation interne. C'est peut-être la forme la plus solitaire de la disparition industrielle. Non pas être détruit, mais être digéré. Chapitre 9. Le silence des ateliers. Et tandis que Bernard s'éteignait en silence à l'intérieur de Renault, le monde qu'il avait fait vivre disparaissait, lui aussi, mais à grande échelle et au grand jour. Car la fin de Bernard n'est pas un accident isolé. C'est un fil dans une étoffe qui se déchirait tout entière. L'extinction de la motoculture française. Une à une, dans les années 80 et 90, les grandes maisons qui avaient mécanisé la campagne française vacillent et tombent. Staub, Énergique, Bouillet, ces noms mêmes que les moteurs Bernard avaient animés pendant des décennies, entrent en déclin. Toute une filière, tout un savoir-faire national
cède sous la pression d'une concurrence venue d'Asie et d'Amérique. Honda, qui avait lancé en France sa première tondeuse autoportée en août 1978, va jusqu'à implanter une usine sur le sol français. Honda France Manufacturing voit le jour à Ormes, dans le Loiret, en 1985. Le japonais ne se contente plus d'exporter. Il vient fabriquer ici, chez nous, là où Bernard fabriquait. Et aujourd'hui, le constat est sans appel. Les marques françaises de machines qui ont survécu tournent presque toutes avec des moteurs Honda, Kawasaki, Briggs & Stratton ou chinois. La fabrication française du petit moteur a pour l'essentiel cessé d'exister. Bernard avait été le Briggs & Stratton de la France. À la fin, c'est le vrai Briggs & Stratton et ses semblables qui ont occupé toute la place. Restait le nom. Ce nom que Renault avait promis de préserver. Il a survécu, mais comme une enveloppe vide. À la fin des années 80, la marque Bernard Moteur est réenregistrée sous la forme d'une petite société distincte. Elle existe encore aujourd'hui. Elle s'appelle BM Bernard Moteur, elle est installée à Gretz-Armainvilliers, en Seine-et-Marne, et elle emploie moins de 10 personnes. Elle vend des pièces détachées et de petits moteurs, des groupes électrogènes, des machines que les connaisseurs reconnaissent pour ce qu'elles sont, fabriquées en Chine. Écrit l'un d'eux, ce n'est plus un fabricant, même si son site laisse entendre le contraire. Voilà ce qu'il advient d'un grand nom industriel quand on en a retiré l'industrie. Il devient une marque. Une étiquette qu'on appose sur les moteurs des autres. Le nom qu'Auguste Bernard avait gravé sur ses monocylindres de fonte, le nom qui battait dans les cours de ferme de toute la France rurale, sert désormais à vendre des génératrices importées à des clients qui, pour la plupart, ignorent qu'il y eut jamais une usine, une fonderie, une famille, un centralien aux 27 brevets. Et le site, lui. Le site de la rue Gallieni, intégré au centre technique de Rueil en 1987, n'a pas connu une longue seconde vie. Renault note la fermeture définitive du site Bernard Moteur autour de l'an 2000. Après quoi, les bâtiments ont été laissés à l'abandon. Les ateliers qui avaient résonné du martèlement des machines-outils et du vroubissement des bancs d'essai sont devenus des coquilles vides, livrées au temps, aux vitres brisées, aux herbes folles poussant entre les dalles. Une usine qui a fabriqué pendant plus d'un demi-siècle a une présence particulière. Et quand le travail s'en retire, ce qui reste n'est pas seulement le vide. C'est un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. Ce silence a duré près de 20 ans. Chapitre 10. Le parc et la plaque. Au milieu des années 2000, on a fini par démolir. Le chantier a même fait l'objet d'une étude, signée Laurence Maillot, en 2006, sous un titre qui dit, sans le vouloir peut-être, toute l'ironie du moment, « Usine Bernard Moteur à Rueil-Malmaison, quand démolition rime avec environnement ». Car ce qui efface l'usine désormais, ce n'est plus la logique du terrain industriel. C'est la logique de la ville nouvelle, propre, verte, résidentielle. L'entreprise de démolition est passée, les murs sont tombés. Et là où Auguste Bernard avait posé son rêve de moteur portatif, la commune de Rueil-Malmaison a entrepris de bâtir autre chose. Le terrain est devenu une partie de l'écoquartier de l'Arsenal, un projet d'aménagement urbain lancé par la ville à partir de 2005, qui recevra son label d'écoquartier en 2016. Des logements, des espaces verts, l'architecture de l'avenir, posée sur les fondations effacées de l'industrie. C'est l'histoire d'innombrables friches industrielles françaises, et ce n'est pas, en soi, une histoire honteuse. Il faut bien que les villes vivent et qu'elles se reconstruisent sur elles-mêmes. Mais regardez ce que cette ville a conservé du nom. Il y a dans l'écoquartier un parc Bernard Moteur. Il y a, près du numéro 133 de la rue Gallieni, une plaque commémorative. Et il subsiste, sur la rue Chateaubriand, cette même rue que les chariots élévateurs traversaient autrefois, chargés de pièces de moteur, un seul bâtiment d'origine, désormais utilisé par les services de la voirie municipale. Un parc, une plaque, un bâtiment où l'on remise le matériel d'entretien des routes. Voilà, en surface, tout ce qui reste à Rueil-Malmaison d'une maison qui produisait 10 000 moteurs par an en 1939 et qui en fabriqua des millions au fil de son histoire.
Le nom est gravé sur un parc et sur une plaque que peu de promeneurs s'arrêtent à lire. Les gestes du souvenir sont là, sincères sans doute. Mais ils soulignent, par leur modestie même, l'ampleur de ce qui n'a pas été conservé, le travail. Et pourtant, le vrai souvenir de Bernard ne se trouve ni dans le parc, ni sur la plaque. Il se trouve ailleurs, dans les mains de ceux qui n'ont pas voulu laisser mourir les moteurs. Car les Bernard, c'étaient des machines faites pour durer. Et elles ont duré. Bien au-delà de l'usine qui les avait fabriquées, bien au-delà de la famille, bien au-delà de Renault. Aujourd'hui, une communauté de collectionneurs fait vivre cette mémoire avec une ferveur peu commune. À leur tête, on trouve un certain Olivier Bernard, petit-neveu du fondateur, qui a passé des années à reconstituer patiemment l'histoire de la maison. Les brevets, les bilans, les archives de famille, et à la partager sur un forum dédié aux vieilles soupapes agricoles. Le musée du moteur, à Saumur, fondé en 1986, conserve des moteurs Bernard et a célébré, sous le titre « 100 ans de la maison Bernard Moteur », le centenaire de l'entreprise en 2020. 100 ans après l'atelier de la rue Regnault, des hommes tiraient encore sur la corde de démarrage d'un vieux monocylindre Bernard. L'épaule en feu, 10 fois, 20 fois, jusqu'à entendre revenir ce battement régulier, têtu, increvable. Le même que celui qui montait des cours de ferme dans les années 50. Les moteurs, eux, n'avaient pas oublié. Chapitre 11. Ce qui reste. Le bâtiment de la rue Chateaubriand est toujours là. Le dernier. Celui qu'on n'a pas démoli. La voirie y range ses outils, ses panneaux, son matériel. Les murs ont connu la fonderie, les bancs d'essai, le passage des chariots. Ils abritent aujourd'hui le silence rangé d'un entrepôt municipal. Ce qui manque dans ce bâtiment, c'est le moteur. Plus de coulées d'aluminium. Plus de vrombissements sur le banc. Plus de ces ouvriers qui faisaient, de leurs mains, qu'un Bernard soit un Bernard. Il reste les murs. Et le nom, sur un parc, sur une plaque. La maison Bernard avait traversé tout ce qui aurait dû la tuer. Le krach de 1929. La mort de son fondateur en 1934. La guerre, l'occupation, la pénurie. L'arrivée des Américains et des Japonais sur son propre marché. Elle avait survécu à un siècle d'épreuves parce qu'elle fabriquait des choses solides, parce qu'une famille l'avait portée à travers les générations, parce que des hommes y mettaient un savoir-faire qu'on ne trouve pas dans les bureaux d'études. Elle n'a pas survécu à la paix. Elle n'a pas survécu à un voisin qui avait besoin de son terrain. C'est cela qu'il faut retenir, et c'est cela qui serre le cœur. Ce n'est pas un échec qui a emporté Bernard. C'est une réussite mal transmise. Une maison qui valait pour ses moteurs, vendue à quelqu'un qui la valorisait pour ses mètres carrés. Et c'est peut-être pour cela que les moteurs, eux, refusent de se taire. Dans une grange, quelque part en France, un vieux W610 attend encore qu'on tire sur sa corde. Il pèse 36 kilos. Un seul homme peut le porter. Et quand il part, après 10 essais, après 20, dans son chuintement de pétrole et de métal chaud, il dit tout ce qu'une plaque ne dira jamais. Qu'ici, dans ce pays, des gens ont su faire des moteurs qui ne meurent pas. Même quand on a démoli l'usine. Même quand on a vendu le nom. Même quand le silence a pris la place du travail.